Bonjour à tous et à toutes. Cette petite vidéo pour revenir sur des faits marquants de la vie politique française du début du 19e siècle à aujourd'hui. En 1801, il y a eu le Concordat. Ce fameux Concordat où Napoléon Bonaparte, qui était encore premier consul et pas encore empereur, enfin, l'intronisation se fera 3 ans plus tard, où donc Napoléon a tendu la main aux communautés israélites, donc comme on les appelait à l'époque, aux communautés protestantes, aux communautés catholiques, en tentant d'organiser au mieux leur culte, tout en conservant bien sûr la prérogative de l'État. Donc ce geste-là, le Concordat, il avait pour objectif tout simplement la concorde. Il n'a été en aucun cas mal perçu par les communautés religieuses, puisqu'il n'a fait qu'assainir une situation existante et reconnaître même des droits à des minorités, notamment protestantes. Donc un siècle après, il y a donc eu 1905. 1905 avec ses joutes oratoires de très haute volée des grands députés de l'époque qui étaient Jaurès et Aristide Briand, entre autres, bien sûr, et donc qui ont abouti ces joutes oratoires à cette fameuse séparation de l'État et des églises, décrite vraiment cette séparation dans un texte clair, net, court, concis, sans fioriture. Et qui, ce texte, si vous le voulez, d'une manière synthétique, il retire d'une certaine manière l'éducation des mains du curé pour la confier à l'instituteur. Donc avec tout ce que cela suppose de confiance et de responsabilité. Donc il ne s'agissait en aucun cas, à ce moment-là en tout cas, de susurrer à l'oreille de l'instituteur qu'il peut dire à l'élève que tout ce que le prêtre pourra lui raconter le dimanche ne sont que des bobards. On n'était pas vraiment dans cet état d'esprit-là, hein, dans cet esprit qui est en train de prendre corps actuellement, de manière assez inquiétante. Mais on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans une autre vidéo. Et donc là, ce qu'on constate quand même avec ces deux dates-là, c'est que quelque part, le siècle est un petit peu l'unité de mesure, si vous voulez, de la transformation religieuse d'une société. Et donc on aurait pu s'attendre qu'un siècle après, donc entre 2001 et 2005, compte tenu du fait de cette communauté grandissante de musulmans qui n'étaient pas là au début du 19e siècle, lors du Concordat, qui n'étaient pas là non plus au début du 20e siècle, lors de la loi de 1905, la preuve de son absence, c'est que quand vous lisez ces textes-là, on cite, on énumère toutes les communautés religieuses, de manière très précise, avec tous les types de lieux de culte. Mais vous n'y verrez aucune trace de musulmans ou de mosquées. Donc, ils étaient complètement absents. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'en ce début du XXIe siècle, pour donc prendre en compte cette mutation sociétale profonde, d'un point de vue religieux en tout cas, que l'État, donc le Parlement, donc aille effectivement prendre acte de cette grande communauté nouvelle, donc sans forcément pour la privilégier, mais juste pour une prise de connaissance d'une certaine situation, donc pour le moins en tout cas défavorable en ce qui concerne donc les musulmans, en tout cas défavorable par rapport aux autres communautés religieuses, qui ont quand même pu bénéficier d'un certain nombre d'avantages, notamment donnés par ces lois-là. Et donc cela a mérité un certain ajustement, donc qu'il soit de type législatif ou autre. Cela n'a pas eu lieu. Donc la France a, de mon point de vue, raté ce grand train de l'histoire qui est passé entre 2001 et 2005. C'était à ce moment-là qu'il fallait agir. Par contre, il n'y a pas eu ce train, enfin, ce train est passé, on n'est pas rentré là-dedans, mais il y a eu une sombre calèche, je dirais, une voiturette qui est passée en 2004 et la nation s'est engouffrée là-dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Donc, sur recommandation de la commission Stasi, l'État a interdit le voile dans les écoles publiques. On attendait, si vous voulez, quelque chose de l'ordre du concordat. On attendait de la concorde. Donc une sorte de main tendue, un acte d'inclusion de l'ordre de 1905, qui était donc vraiment du registre de l'assainissement, ou un acte qui permettrait aux musulmans de sortir donc des caves, parce que leur mosquée était principalement dans des caves. Mais on a eu droit à ce qui a été interprété, à juste titre d'ailleurs, par la communauté musulmane, comme une répression.
comme une diminution de ses droits et de ses libertés. Et c'est quand même extraordinaire, si vous voulez, en 1905, donc à l'occasion de l'anniversaire de la loi, pardon, en 2005, à l'occasion de l'anniversaire de la loi de 1905, donc là, cette fameuse chaîne parlementaire que personne ne regarde et qui a pourtant des programmes très intéressants, a diffusé un film documentaire justement sur 1905, où l'essentiel donc, de ce film se passe à l'Assemblée, donc avec ces passes d'armes formidables entre grands députés de l'époque, hein, dignes d'être réécoutés, hein, parce que l'histoire, la véritable histoire, la grande histoire, s'écrivait à ce moment-là par la bouche de ces orateurs. Et dans la même lignée, donc, cette chaîne a diffusé un autre documentaire, mais cette fois-ci sur les travaux de Stasi. Vous savez, comme pour faire un lien entre 1905 et Stasi, alors qu'en fait, nous savons tous qu'il n'y a pas vraiment de lien. On n'est pas, avec Stasi, dans une continuité de la laïcité. La laïcité, encore une fois, ne concerne pas les élèves. La laïcité ne concerne pas les individus. La laïcité concerne une organisation étatique. C'est à l'État, aux institutions étatiques et aux agents qui représentent cette institution-là de faire preuve de laïcité et non pas aux citoyens. On le répète jour et nuit, mais apparemment, il y a des gens pour qui ça ne passe pas. Ils ont du mal à comprendre. Et vous avez même des gens qui vont vous dire « je suis laïque ». Comme on dit « je suis chrétien, je suis musulman, je suis protestant ». La laïcité est devenue une religion. Et donc, puisque c'est devenu une sorte de religion, de croyance, elle concerne les individus, elle ne concerne plus l'État. Donc, en fait, c'est complètement hallucinant. Mais continuons notre propos. Ce qui est également hallucinant, si vous voulez, c'est que quand vous, dans ce documentaire à propos de la commission Stasi, quand on interviewe les membres de cette commission, les yeux dans les yeux, ils finissent tous plus ou moins, si vous voulez, par avouer qu'au final, effectivement, on n'avait peut-être pas besoin de cette loi sur l'interdiction du voile. Mais le moteur qui les a réellement poussés, qui les a motivés, si vous voulez, c'était la protection des jeunes filles musulmanes qui n'avaient pas envie de porter le voile. Hein, pour qu'elles ne soient pas la risée ou l'objet de moqueries ou de reproches de la part des garçons qui pouvaient les regarder comme de mauvaises musulmanes. Voilà. Tu ne portes pas le voile, tiens, regarde, ta copine, elle porte le voile. C'est affligeant, je trouve. Hein. C'est-à-dire que là, on marche sur la tête. Qu'un État qui se dit républicain, garant des libertés des uns et des autres, ôte une liberté à une catégorie de personnes parce qu'une autre catégorie de personnes ne souhaite pas faire usage de cette liberté. Je trouve ça très affligeant, très inquiétant. Il y a une sorte, si vous voulez, de compassion. Du moins, c'est ce qu'on nous présente. Hein. Une sorte de solidarité du non-croyant pour le non-pratiquant. Et la jeune fille qui pratique, qui veut pratiquer, qui veut porter le voile, qui sait qui va la soutenir, qui va l'épauler. Bon, bref. En tout cas, la France a donc raté, de mon point de vue, ce grand train de l'histoire, donc un siècle après 1905. Tout simplement parce que la France n'a plus les grands visionnaires de la trempe de Napoléon, les tribuns de la trempe de Jaurès, les garants du juste équilibre comme Aristide Briand. Donc elle sort réellement du sillon tracé par la Déclaration des droits de l'homme. Et il est vraiment le premier pays au monde à prendre une telle décision de priver des jeunes filles d'une liberté fondamentale. Donc elle sème en quelque sorte la graine d'une révolte par cet acte-là. Et comme le dit l'adage, qui sème le vent récolte, je vous laisse finir. Et donc il fallait s'attendre à ce qu'à un moment donné, une tension se diffuse donc, au sein de cette communauté qui s'estime très peu reconnue. Et ça aboutit, comme on sait, à cette série d'attentats qui a commencé en 2011. Donc, il ne s'agit pas encore une fois pour nous de justifier ces attentats ou de leur trouver des circonstances atténuantes. Il s'agit juste là de faire une analyse froide et d'expliquer les choses. Donc de mon point de vue, c'est une combinaison de causes qui a amené à cet effet, donc qui sont les attentats. L'une des premières causes, on l'a dit, c'est cette sorte de non-reconnaissance, non-considération d'une communauté pourtant grandissante, mais toujours reléguée au statut de travailleurs immigrés ou de fils de travailleurs immigrés. Donc une multitude défavorisée sur laquelle n'importe qui peut marcher avec des bottes cloutées sans que, si vous voulez, la foudre de la sanction ne lui tombe dessus. Ça, c'est une des causes. Une autre cause, c'est qu'effectivement, vous avez ces lois qui sont perçues comme répressives.
Hein. On dit, vos enfants désormais n'ont plus le droit de. Elles avaient le droit, tout à coup, non, elles n'ont plus le droit. Vous avez aussi le phénomène de la ghettoisation, de l'exclusion. Et vous avez surtout, ce qui, à mon avis, a vraiment mis le feu aux poudres, ce fait vraiment qui est complètement nouveau, complètement inédit, qui est propre aux instants là, que l'on vit, parce qu'aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps, même chez les plus incrédules, les plus farouchement anti-islam des orientalistes, ce phénomène de se moquer, c'est-à-dire une moquerie qui est permise par le judiciaire, par le lycée, par l'exécutif, une moquerie qui s'en va jusqu'à s'attaquer à la personne la plus sacrée de cette communauté, avec des images tout simplement obscènes, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est vraiment là, si vous voulez, parmi toutes les causes, c'est le summum, c'est le sommet de la pile. Et donc tout ça va concourir à cette situation que l'on connaît aujourd'hui et que nous vivons jusqu'à présent. Et si vous voulez, face à cette tension palpable, permanente, quotidienne, vous avez les prophètes du malheur qui contribuent bien sûr à la maintenir, hein, qui soufflent dessus comme on souffle sur la braise, et qui bien sûr vous prédisent une guerre civile. Voilà, comme s'ils n'attendaient que ça. Mais dans cette situation-là, ce que la majorité souhaite, en tout cas ce qu'elle devrait souhaiter, c'est qu'au sommet de l'État, qu'on ne trouve pas des gens qui font écho à cette prophétie. Vous savez, des gens qui vont se comporter comme des boxeurs sur le ring, qui répondent à ces extrémistes, qui donnent coup sur coup, qui font du corps à corps avec eux, un corps à corps macabre, parce qu'en fait, ce sont des innocents qui payent, hein, dans tout ça. Ce que l'on sait plutôt, à la place de ces boxeurs sur le ring, ce sont des gens sages, hein, de la trempe de Napoléon, ou de Jaurès, ou d'Aristide Briand. Et véritablement, visiblement, la France pâtit en ce moment de ce manque de grands hommes, de ce manque de visionnaires, de ce manque de sages, puisqu'on est aujourd'hui dans une phase où la société a réellement besoin d'apaisement. Vous savez, des hommes en soutane, des hommes qui ont appris à dompter leur colère, ont parlé. Ils ont parlé, ils ont d'abord pardonné, mais ils ont surtout demandé de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Vous savez, la grandeur d'une nation, elle ne se mesure pas à son entêtement à défendre ceux qui injurient leurs concitoyens, mais plutôt à sa volonté farouche de bâtir un socle commun où chacun peut se sentir libre, respecté et protégé. Celui qui s'érige en guide de la nation et qui met de l'huile sur le feu, pour reprendre les propos des hommes en soutane, celui donc qui s'érige en guide et qui met de l'huile sur le feu, il n'est pas à sa place. Il a raté le train de l'histoire.